en ce lieu, j'ai réalisé quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, qui était d'avoir une sorte de librairie, n'étant pas uniquement une librairie, et surtout elle n'est pas généraliste, elle ne peut pas remplir de poésie tous les rayons, donc j'ai eu l'idée de mettre sur les murs des œuvres d'artistes qui ont quelque chose à voir avec la poésie, qui font des livres d'artistes avec des poètes ou qui quelquefois sont poètes eux-mêmes. Bon, je crois que depuis très longtemps, les poètes et les artistes ont eu des liens très forts. Et si on regarde un passé quand même pas très lointain, on voit Baudelaire qui a écrit sur l'art, on voit Apollinaire qui a écrit sur l'art, et les livres d'artistes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. On a même vu voilà, Gustave Doré faire des très très belles gravures pour Jules Verne. Il se trouve là qu'il y a une exposition en ce moment avec Butor et Max Partesana. Quand j'ai invité Butor la première fois dans ce lieu, c'était à l'occasion d'une exposition de Grégory Mazurovsky, dont j'ai été très amie. Et j'ai réalisé un livre pour les 80 ans de Butor avec Grégory Mazurovsky comme illustrateur. Voilà. Alors là, on a une exposition d'œuvres de Max Partesana qui lui envoie par la poste des collages et sur lesquels Butor travaille. Voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelles. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs élétantes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Ça m'étonne beaucoup que le A soit associé au noir, cher Rimbaud. Parce que le A est la voyelle la plus ouverte. Et donc, par exemple, chez Chateaubriand, il parle de l'origine du langage et il dit que la première voyelle utilisée, ça a été le A. Parce que justement, c'est la bouche grande ouverte. Alors, moi si j'avais une couleur à associer au A, ce serait vraisemblablement pas le noir. Mais ça, il a tous les droits. Hein, bien sûr, c'est pas sur Rimbaud. Il a tous les droits et de toute façon, il ne force personne hein, à faire ces correspondances-là. Vous voyez, il est dans un système de correspondance. Vous vous souvenez bien sûr du sonnet de Baudelaire, les correspondances, dans lesquelles il dit que toutes les choses correspondent les unes avec les autres. Toutes les parties de l'univers sont reliées les unes aux autres. Alors ça, c'est une idée très ancienne et très riche. En effet, dans une partie de la réalité, on peut lire ce qu'il y a dans une autre partie de la réalité. Autrefois, par exemple, on estimait que, en regardant les astres,
on pouvait entrevoir un peu l'avenir. Hein, c'est l'astrologie. Et donc, il y avait une correspondance entre le ciel et l'histoire, les événements sur la Terre. Mais aujourd'hui, on ne pense plus cela de la même façon. Mais nous sommes pourtant toujours dans un système de correspondance parce que, bon, en médecine par exemple, eh bien, on sait que si on regarde certains symptômes, on peut découvrir un certain nombre de choses sur nos maladies. Et donc on a toutes sortes d'appareils maintenant pour nous aider à cela. On passe son temps maintenant à essayer de relier les chromosomes et les chaînes de gènes avec les caractères extérieurs de notre corps. Vous voyez, c'est finalement exactement le même principe. Ce ne sont pas les mêmes choses qui sont mises en correspondance, mais on considère que l'univers est une espèce de grand livre à l'intérieur duquel il y a des choses qui traduisent d'autres choses. Alors, Rimbaud applique aux 5 voyelles qu'il conserve, il ne conserve pas l'Y parce que en français, l'Y comme son, c'est la même chose que le I. Il aurait pu avoir un échantillonnage de voyelles plus grand. Par exemple, nous avons le E, hein, et il aurait pu avoir le E et le E, etc. Donc nous avons plus de son voyelles que ce qu'il dit. Mais il s'arrange avec ce dont on a l'habitude. Et alors, il applique sur cette gamme, si vous voulez, il applique une autre gamme, donc aux 5 sons voyelles, il applique 5 couleurs. Oui. 5 couleurs avec des nuances. Hein, parce que, par exemple, pour le O, hein, ça qui est rouge, eh bien, ça se termine par le violet. Hein, donc, c'est encore autre chose. Oui. Alors, voilà, donc, je reviens au A. Donc, moi, je ferai je ferai une application différente des couleurs sur les voyelles. Mais évidemment, c'est tout à fait passionnant d'essayer de comprendre pourquoi Rimbaud, lui, a voulu que le A soit noir. Et le A soit noir. Pourquoi le A est noir? Bien, il y a évidemment quelque chose qui apparaît tout de suite, il y a dans le A pour lui un symbole sexuel féminin très fort. Hein. Oui. A noir corset velu. Alors on voit très bien où ça peut nous mener. Hein. Dans quelle direction cela va. Tandis que moi j'irai dans une autre direction. Voilà. Mais de toute façon, vous voyez, c'est un ensemble qui est associé à un autre ensemble. Alors, oui. Si nous ne sommes pas d'accord sur le A, bon, alors évidemment, il est probable que tout va se décaler. Oui. Tout va se distribuer autrement. Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais associer, moi, oui, à la voyelle E et à l'E habituel, oui, sans parler des accents. Alors, il y a 2 choses qui me frappent. D'abord, c'est, en français, l'existence de le muet. C'est-à-dire, ça, c'est une voyelle très étrange, puisqu'elle a pratiquement disparu. Oui. Et alors, dans la prosodie française ancienne, donc le muet jouait un rôle très très important, mais aujourd'hui, nous n'entendons plus du tout cela. Donc, nous avons beaucoup de mal à entendre les vers de nos poètes classiques. Voilà. Il faut que les acteurs ont souvent tendance à manger les œufs muets à l'intérieur des alexandrins, donc ça fait des alexandrins faux. Il n'y en a que quelques-uns qui soient capables de dire ça naturellement. Donc, le muet, c'est cette voyelle qui a disparu, si vous voulez. Et puis, en même temps, le E, pour moi,
c'est l'hésitation, hein, c'est le bon. Et c'est un des premiers mots un des premiers sons que les enfants réussissent à former. Alors, on a les... si vous voulez, moi je mettrais le E en relation avec ce qui est jeune, ce qui est en formation. Ouais. Et donc j'aurais tendance à avoir un E vert. Le I, à mettre ça avec l'arc-en-ciel, hein, avec le mot iris. Donc, le I, alors, vous voyez, un développement des couleurs. Oui, j'ai passé quelque temps dans le Far West américain. Et alors, il y a une tribu indienne, les Zuni, qui ont des cérémonies très très intéressantes. Et alors, il y a, avec des masques, et les couleurs jouent un rôle très très important chez eux. Et il y a... Les couleurs sont liées pour eux aux 6 directions de l'espace. 6 directions, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, si vous voulez, plus le zénith et le nadir. Alors, à chacune de ces directions est associée une couleur. Mais il n'y a pas toutes les couleurs, de toute façon. Alors, il y a rouge, bleu turquoise, jaune, noir, blanc et arc-en-ciel. Donc, l'ensemble des couleurs. Alors là, j'aurais tendance, moi, le I, ça serait plus dans mon ensemble, oui. C'est plutôt l'arc-en-ciel. Mais vous voyez, là, quand je parle des Zuni, il y a un ensemble de six couleurs reliées aux directions de l'espace, tandis que chez Rimbaud, il se contente de 5 voyelles et de 5 couleurs. Et alors, dans ces couleurs, pour lui, il y a blanc, noir, rouge, et puis ensuite vert et bleu pour le haut. Oui, et alors il manque quelque chose, hein, oui. Hein, c'est une couleur, il y a une couleur absente. Là, je parle parce que le blanc et le noir, c'est des couleurs spéciales. Hein, oui. Mais nous avons là, outre le blanc et le noir, nous avons le rouge, le vert et le bleu qui va jusqu'au violet. Et il manque le jaune, et qui pourtant, c'est pourtant une couleur tellement importante, hein, et qui a été tellement importante pour Rimbaud lui-même, hein, parce que c'est le soleil. Puis pensez à la même époque au rôle que ça joue dans les peintures de Van Gogh. Alors, cette voyelle, le U, là, ça fait tout de suite penser au bourgeois gentilhomme. Vous voyez, cette scène avec le maître de philosophie, et qui apprend à M. Jourdain à prendre conscience des mouvements qu'il fait en prononçant les sons oui. élémentaires. Alors évidemment, c'est très amusant d'essayer de mettre en relation le texte de Molière et le texte de Rimbaud. Hein. À première vue, on ne voit pas très bien ce qui relie ces deux formidables écrivains. Et là, vous voyez, il y a là quelque chose qui permet une comparaison. Oui. Alors, dans le bourgeois gentilhomme, il y a une chose qui est... Le maître de philosophie dit à M. Jourdain que pour faire la voyelle U, il faut faire comme si on faisait la moue. Et après ça, quand le maître de philosophie est parti, alors il explique à sa femme qu'en disant U, il fait la moue. Donc, alors le U, donc, le U dans la littérature française, c'est la lettre de la moue, c'est-à-dire une espèce de distance qu'on prend, de mépris même pour un certain nombre de choses.
Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de le muet, qui est une spécialité du français, mais le U aussi est une spécialité du français par rapport à beaucoup d'autres langues européennes. Il y a beaucoup de langues européennes où le U n'existe pas. Par exemple, le U n'existe pas en italien, il n'existe pas en anglais non plus. Et en allemand, il existe un U long, mais qui est, vous savez, considéré comme une contraction de U et E. Oui. Alors, donc, la sonorité U, c'est une sonorité qui est très propre à la langue française. Donc, c'est une espèce de, disons, j'aurais presque envie de dire, c'est la voyelle nationaliste. Voilà. Le dernier vers, c'est oh l'oméga rayon violet de ses yeux. Et c'est avec le violet où le yo, n'est-ce pas, est considéré bien comme une seule syllabe. Alors, comme une seule syllabe, une espèce de voyelle propre. Alors, le bleu, bon, ça me fait immédiatement penser à l'océan, bon, aujourd'hui à la planète bleue, oui, telle qu'on voit la Terre de l'espace, mais ça, on ne savait pas encore ça vraiment du temps de Rimbaud. Mais l'océan, ça, oui, ça c'est la grande boule. C'est tout l'imaginaire qui entoure la planète. Alors le cercle du haut et de l'océan, alors là, évidemment, ça c'est très naturel, si vous voulez. Et alors ce qui est plus curieux, c'est la façon dont le bleu évolue vers le violet à la fin du poème. Alors là, on a un arc-en-ciel, et on a de l'arc-en-ciel qui va du rouge au violet. Et le bleu évolue vers le violet dans l'arc-en-ciel, à travers cette couleur supplémentaire qu'on arrange à cause d'un système de correspondance ancien, c'est-à-dire l'indigo, qui n'est pas une couleur du tout comme les autres, mais qui est simplement une couleur qui a été rajoutée par nos ancêtres pour que ça fasse cette couleur. Et donc que ça résonne avec les 7 notes de la gamme classique, et puis le système ancien où il y avait 7 planètes, 7 métaux, etc. etc. Alors, donc, le violet arrive au bout de l'arc-en-ciel et répond au rouge qui est de l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bleu, dans la fin du poème, évolue vers le violet. C'est-à-dire, là, ça devient la couleur du crépuscule, les couchers de soleil qui sont rouges mais violets, qui peuvent... Bon. Donc, tout ça, c'est ce bleu, qui est le bleu du ciel et le bleu de la mer, bon, évolue dans le violet du soir, évidemment, de la vieillesse, la fin de la vie, etc. Pour finir cette rencontre, Michel Butor, j'aurais 2 questions à vous poser. Vous avez écrit dans le livre Genèse, que vous avez publié avec Inge Kresser, que vous mettiez vos mots sur ces aquarelles. Donc, ma question serait, quelle est votre conception, la place que vous accordez à la littérature par rapport au monde de l'art dans le sens très général? Est-ce que pour vous, c'est la littérature qui doit accompagner le monde de l'art, ou est-ce que c'est le monde de l'art qui doit illustrer la littérature? Mais voilà, autrefois, on considérait que tout tournait autour du texte. Vous voyez, c'est le début de l'évangile de Saint Jean. Au début était le verbe, comme on traduit d'habitude, on peut dire. Au début était le texte. Et alors, nous avons trois grandes religions du livre. C'est l'hébraïsme,
le catholicisme, enfin le christianisme, et puis l'islam. Dans ces trois religions, eh bien c'est le texte qui est premier. Et premier de deux façons. Parce que Dieu crée le monde en parlant. Oui. Au début de la Bible, Dieu dit, il crée le monde en parlant, et puis le texte devient ensuite le centre de la société. Tout tourne autour de la Torah pour les Hébreux, de la Bible pour les chrétiens et du Coran pour les musulmans. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes textes, bien sûr. Ce sont trois textes qui communiquent entre eux, mais de toute façon, dans toutes ces religions qui ont joué un rôle et qui jouent encore un rôle si important aujourd'hui, donc le texte est central. Et l'image doit toujours être subordonnée au texte. Donc l'image peut décorer le texte, illustrer le texte, l'élucider, donner des renseignements supplémentaires, par exemple lorsqu'on met une carte. Mais l'image est considérée par ces trois religions comme dangereuse. Parce que quand il y a figuration, eh bien, il y a toujours risque de paganisme. Donc il faut que ces religions se sentent très fortes pour accepter l'accompagnement des images. Lorsque les religions se sentent menacées, alors très souvent il y a des phénomènes d'iconoclasme, c'est-à-dire que l'on détruit les images. Et ceci n'est pas une particularité de l'islam seul. Il y a eu des moments d'iconoclasme dans l'islam, et nous vivons malheureusement un moment de terrible iconoclasme dans certaines parties de l'islam aujourd'hui. Mais il y a eu des moments iconoclastes chez les Hébreux, il y a eu des moments iconoclastes importants chez les chrétiens. Alors, il y a des moments où les musulmans étaient plus sûrs d'eux, où les choses étaient plus possibles, et alors à ce moment-là, ils pouvaient admettre les images, et ils ont fait, pensons aux miniatures persanes, donc ils ont fait des chefs-d'œuvre extraordinaires à ce moment-là. Alors, donc, aujourd'hui, beaucoup des informations qui passaient par le texte passent directement par l'image, ce qui fait que la réalité a profondément changé pour nous et que le statut du texte a changé par rapport au statut de l'image. Donc, vous voyez, autrefois, si on voulait savoir ce qui se passe en Chine, un Parisien, il était obligé de passer par des comptes rendus de voyageurs. Il y avait quelquefois quelques images qui accompagnaient, mais très peu. Donc aujourd'hui, si on veut savoir ce qui se passe en Chine, eh bien on ouvre la télévision et puis on regarde des scènes de rue. Vous voyez, et à cette importation directe de l'image, s'ajoutent des commentaires, des légendes. Le mot légende, ça veut dire ce qu'il faut lire, ce qu'il convient de lire lorsque nous sommes en présence d'une image. Alors, donc, aujourd'hui, les choses se renversent. Alors que l'image dans le christianisme, l'islam, etc., était toujours considérée comme la servante du texte. Aujourd'hui, non. C'est de plus en plus le texte qui devient le serviteur de l'image. Donc, un changement profond dans notre réalité. Notre monde n'est plus du tout celui de nos grands-parents. Mais nous avons beaucoup de mal à le comprendre et nous avons beaucoup de mal à en parler parce que le langage que nous utilisons est celui de nos grands-parents et de leurs grands-parents, etc. Et que les choses vont se mettre au point, se déplacer très, très, très lentement. C'est pourquoi il est si important de travailler sur le langage et de travailler sur cette relation entre les images au sens habituel
et puis ces images tout à fait particulières que sont les mots. Et quand nous lisons des livres, hein, nous regardons sur une page, nous avons des signes, et ces signes, ce sont des petits dessins. Donc, le texte, c'est une partie du monde des images, une partie très particulière, avec des règles très particulières, mais tout de même, il faut bien comprendre que nous voyons, quand nous lisons, nous voyons le texte à l'intérieur du reste du monde visible. Ma dernière question portera sur votre regard d'écrivain. Vous avez parcouru le monde entier, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Australie. Vous avez fait plusieurs conférences à l'étranger. Est-ce que tous ces voyages ont nourri votre expérience d'écrivain? Quel regard portez-vous sur toute votre carrière littéraire? Au regard sur toute ma carrière, ça c'est difficile. D'abord, ma carrière n'est pas tout à fait finie. Non, elle n'est pas finie, c'est vrai. Elle n'est pas tout à fait finie. Elle est à la fois finie parce que j'ai publié mes œuvres complètes, ça y est, mais je continue d'écrire. Et donc je suis dans une région particulière qu'on peut appeler le post-scriptum. Vous voyez, on écrit une lettre, on la signe, on va mettre dans l'enveloppe, et tout d'un coup on s'aperçoit que justement, ce qui était le plus important, on l'a oublié. Alors, on ajoute quelque chose. Donc, eh bien, je suis tout à fait dans ce moment-là. Hein. Je suis au temps du post-scriptum. Voilà. Alors, sur mon œuvre, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que, comme vous l'avez dit, elle est énorme. Donc, même pour moi, c'est très très difficile de relire tout ça. Pour la publication des œuvres complètes, j'ai relu tout ce qui est dedans. Mais il y a bien d'autres choses encore. Oui. Par exemple, j'ai fait dans ma vie de très nombreux entretiens, comme celui que nous avons maintenant. Ça, c'est pas à l'intérieur des œuvres complètes. Il faudrait, je ne sais combien de volumes en plus pour les mettre. Ça sera pour les universitaires futurs, si ça les intéresse. Voilà. Alors, donc, en gros, eh bien, je ne peux pas donner un jugement général, ça c'est impossible. Je sais qu'il y a des choses qui sont plus ou moins réussies. Il n'y a rien que je considère comme entièrement réussi. Non, mais en gros, c'est pas si mal. Voilà. Je vous remercie, Michel Butor, d'avoir accepté cette rencontre. Je suis très honoré d'avoir pu vous interviewer et vous remercie infiniment. Je vous en prie.